Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne de l'Espoir et bienvenue à ces énième numéro de Retour Actu. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui a un habitué de ces plateaux, en la personne de monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est, pour ceux qui ne le savent pas, il est consultant en développement. C'est un expert dans plusieurs matières, mais bon, on s'arrête d'abord à ça, hein, consultant en développement. Bonsoir monsieur Yamba Yamba. Bonsoir monsieur José. Bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là. Enfin, surtout au niveau de Hope TV. Eh bien voilà, donc nous étions un peu en congé sabbatique et nous pensons que le moment est venu pour des questions qui intéressent notre société. Il faudrait quand même donner notre point de vue impersonnel de manière qu'on apporte un peu plus d'éclairage par rapport à certains problèmes qui se posent aujourd'hui. Voilà. Monsieur Mbamba, aujourd'hui nous allons vraiment réfléchir. Hein. On va essayer de réfléchir et de voir qu'est-ce que le Congo peut gagner, qu'est-ce que le Congolais peut gagner en étant réaliste par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde, parce que nous le savons, l'actualité, c'est surtout ce qui se passe dans le monde arabo-musulman. Hein. On prend le Maghreb, on prend aussi le Moyen-Orient, parce que finalement, cette contestation de la rue commence à gagne presque tous les pays. La Tunisie, M. Ben Ali est parti. L'Égypte, le président Moubarak est parti aussi à cause de la pression de la rue. Maintenant, c'est le tour de la Libye. Ça barre déjà là-bas. On ne parlait pas du Yémen, du Bahreïn. Enfin, tous ces pays-là, en tout cas, les Moyen-Orient, tout le monde arabo-musulman aujourd'hui est en train de basculer. Enfin, les régimes sont en train de tomber, tout simplement parce que il y a... par rapport aux revendications sociales, par rapport aux revendications de la vie de chaque jour, en tout cas, surtout ça. Alors, d'abord, quelle lecture vous faites, hein, vous, en tant que, vous êtes un consultant en développement, donc vous êtes un expert en tout ce qui est développement. Oui. Et le Congo a besoin de votre expertise par rapport à ça. Et c'est pas pour rien qu'on a toujours recours à vos services dans différentes institutions, que ce soit nationales et internationales, par rapport à ça. Alors, quelle lecture vous faites aujourd'hui, M. Mbamba, de ce qui se passe en dehors du Congo, dans l'Afrique du Nord d'abord, dans le nord de l'Afrique, des pays qu'on croyait être stables socialement, économiquement. C'était d'ailleurs des pays que nous autres on enviait. Je ne sais pas s'il n'y a pas de Congolais qui n'enviaient pas la Tunisie, parce que quand on parlait de Tunisie, si on disait bon, c'est carrément les regards, vous êtes en Tunisie, c'est carrément vous êtes en Europe. L'Égypte, c'est la même chose. C'est des pays vraiment qui étaient très avancés. On se disait être très avancé socialement, mais on découvre finalement que c'était juste des tigres en carton, hein, si on peut parler comme ça. Côté social, s'entend. Oui, bon, ça, c'est pas tellement les cartons. Hein. Il faut reconnaître que, bon, par exemple, en Égypte, le revenu moyen par jour, c'est de $2. Donc, au-delà du seuil prévu par les Nations Unies, qui est de $1. Ouais. Nous sommes en dessous d'$1. Donc, c'est très clair qu'il y a eu quand même certaines avancées. Mais je voudrais quand même revenir pour expliquer un peu pourquoi tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dans le pays du Maghreb et que ça va peut-être avancer jusqu'au niveau de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, oui. Il faut reconnaître que si l'Occident, j'allais dire l'Europe de l'Ouest aujourd'hui, les États-Unis, etc., sont ce qu'ils sont, c'est simplement parce qu'ils ont si respecté les aspirations, ils ont si respecté, n'est-ce pas, les opinions de leurs populations respectives. C'est très important et c'est ce qui fait la force. Vous arrivez par exemple en France, même dans les plus petits villages de marins, le paysan connaît le budget qu'on alloue au secteur agricole, le paysan connaît les différents problèmes de son secteur et c'est les différents rouages qu'il peut utiliser pour résoudre son problème. C'est très clairement ce que dans tous ces pays occidentaux, les citoyens sont très responsables, les citoyens influent sur les différentes décisions et les gouvernants trouvent qu'ils ont la responsabilité de rendre des services de qualité à leurs populations respectives. Et c'est comme ça que pendant des décennies, des siècles aujourd'hui, cela s'est consolidé, cela s'est stabilisé au point où nous disons qu'ils sont pays développés. Alors maintenant, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ce pays de la Méditerranée, qui visiblement sont des voisins, n'est-ce pas, de l'Europe, puissent connaître cette situation aujourd'hui? Eh bien, il ne faut pas se poser beaucoup de questions.
si en Europe, la citoyenneté responsable a été affirmée et que les citoyens étaient au début et à la fin de toute action, écoutez, dans le pays du Maghreb, tel n'est pas le cas. J'allais dire, dans les pays arabes d'une manière générale, tel n'est pas le cas. Il y a absence de la démocratie, il y a des systèmes un peu démocratiques trop juxtaposés où, visiblement, il y a une minorité qui amasse des ressources, malgré les différentes ressources que Dieu leur a données, etc., et qui, au détriment d'un peuple, mais effectivement, avec certaines actions en direction de ce peuple, c'est comme ça que vous n'allez pas comparer, par exemple, l'Égypte, du Congo, le Maroc, du Congo, etc. Donc, ils sont un peu comme des pays intermédiaires. Mais ils auraient pu mieux faire que ce qu'eux, ils ont fait. Parce qu'en fait, beaucoup de moyens se retrouvent entre les mains, naturellement, de la plupart des généraux qui ont acquis, qui ont lité le moment de l'indépendance et qui visiblement continuent. Une génération qui continue et qui a amassé presque tout au détriment de leurs peuples respectifs. Alors, mais qu'est-ce qui apporte cette situation aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, au niveau du monde, je crois vous l'avoir dit la dernière fois quand j'étais ici, qu'il y a un livre qui a été publié qui porte sur la diplomatie des mentalités. Cette diplomatie des mentalités catégorise 3 sentiments à travers le monde, à travers 3 espaces géographiques. Le premier sentiment, c'est le sentiment d'espérance. Et dans le sentiment d'espérance, vous voyez l'Asie dans son ensemble, que ce soit la Chine, l'Inde, les Corées, tous ces pays asiatiques vivent dans une sorte d'espérance. La jeunesse asiatique sait que à 2050, 2100, et donc sa situation sera visiblement améliorée parce qu'aujourd'hui, tous les jalons sont posés au point de dire que la Chine ou tous ces pays deviennent véritablement des pays qui aujourd'hui peuvent demain prétendre être des plus grandes puissances du monde. En dehors de l'Asie, vous avez par exemple l'Amérique latine. L'Amérique latine aussi. Où vous avez un pays comme le Brésil. Le Brésil avec 190 millions d'habitants et très clairement... qui est parmi les 10 premières puissances mondiales aujourd'hui. 8e puissance économique du monde, etc. Mais qui, dans les années 80, avait connu des moments les plus difficiles à cause de dictateurs, de militaires, etc. Et que depuis 1984, on a mis en route la démocratie. Et petit à petit, avec l'arrivée de Lula, qui était un gauchiste, j'allais dire, quelqu'un qui, visiblement, de la classe prolétaire, qui accède à des responsabilités et qui apporte des grandes réformes. Qui était un ancien ouvrier. Un ancien ouvrier, syndicaliste, etc. Et donc, alors, maintenant, l'Amérique latine emboîte la pas à l'Asie, et les générations latino-américaines et asiatiques sont des jeunesses d'espérance. Parce que hier, il y avait 3 espaces géographiques sous-développés. Il y avait l'Asie, il y avait l'Afrique, il y avait l'Amérique latine. Ben écoute, les Asiatiques, les Latino-Américains, ce sont maintenant c'est des pays pour émergents. améliorer, ce sont des pays émergents, mais qui visiblement sont en train naturellement d'améliorer les conditions de vie de leurs citoyens, dont la jeunesse espère à l'amélioration de ces conditions de vie. Sa jeunesse espère qu'en ayant 30 ans, en tout cas, la situation peut changer. Ouais. Et nous avons un deuxième sentiment, le sentiment d'humiliation. Vous avez, dans ces sentiments d'humiliation, vous avez l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, vous avez les pays arabes également, dont l'Afrique maghrébine. Donc, c'est un sentiment d'humiliation, un sentiment de souffrance. Ce sont ces pays-là qui ont connu l'esclavagisme, le colonialisme, l'impérialisme, où tous ces pays, tous les dirigeants qui accédaient à des responsabilités, ce n'était pas la volonté des populations, c'était essentiellement la volonté de puissance internationale. C'est comme ça qu'on qualifie ces États comme des États qui ont fonctionné dans un système patrimonial. Le système patrimonial, c'est-à-dire que les dirigeants ont des avantages de la République, mais ils sont au service de puissance d'argent. Et cela a été téléguidé par un ordre international qui différencie la périphérie et le centre. Le centre, ce sont des pays nantis, et la périphérie, ce sont les autres. Dans la périphérie, il y a des relais volontaires qu'on appelle généralement des commissionnaires qui travaillent au service de puissance d'argent. Et donc les peuples étaient délaissés. Les peuples étaient délaissés. Voilà. Alors le troisième sentiment, c'est le sentiment de peur. Et ce sentiment est occidental. Tous les 12 tribus de Jida, etc., aujourd'hui, sont dans une situation où ils ont peur d'être rattrapés par l'Asie
d'être rattrapé par l'Amérique latine, notamment à travers la performance réalisée par le Brésil. Ce sentiment de paix donne la possibilité aux Occidentaux de réfléchir par rapport à leur stratégie, de réfléchir par rapport à leur situation pour ne pas être dépassés par les dépoules, notamment le pool asiatique, le pool latino-américain. Et donc, le fait que l'Occident soit concentré pour résoudre sur sa situation, de manière à maintenir le cap, eh bien écoutez, les humiliés, notamment l'Afrique subsaharienne, notamment les Arabes, se disent, ben, écoutez, mais c'est le moment, parce que la crise, la misère a atteint tellement des apogées, la misère a atteint une échelle très intolérable, et les gens se disent, ben, si hier, nos dirigeants ont été soutenus par les Occidentaux, pourquoi pas, nous ne pouvons pas prendre la relève, surtout avec l'Internet, les autoroutes d'information, etc. Les gens ont aiguisé leur conscience critique au point de comprendre que le pays ne paye que lorsqu'il y a des habitants et lorsque les habitants vivent très mal, et donc ce pays n'existe pas. Et que si les habitants vivent très mal, c'est parce qu'il y a un ordre international qui soutient naturellement les dirigeants, et ces dirigeants profitent au maximum des avantages parce qu'on ne peut pas les bousculer pour, naturellement, parce qu'ils étant donné qu'ils sont soutenus par l'ordre international. Alors aujourd'hui,